C'est mon premier vrai pumpkin spice latte de la saison. Fait maison. Je vous partage la recette du sirop très très vite. Promis, restez attentifs. Merci beaucoup d'avoir cliqué sur cette vidéo. Bienvenue, j'espère que vous vous portez comme un charme, que vous savourez ces premiers jours d'automne comme il se doit, et je me suis dit que pour célébrer l'arrivée de cette, avouons-le, fabuleuse saison, quoi de mieux qu'une vidéo de recommandations spécifiques, de lecture idéale pour l'automne. Alors j'en ai déjà fait plusieurs, notamment une spécifiquement sur les sorcières, qui se trouve en barre d'infos. Toute une playlist existe sur les sujets de suggestions, de recommandations de lecture. Et depuis tout ce temps à dire que je lis en fonction des saisons, c'était bien joli de vous parler des livres que je compte lire, mais pourquoi ne pas aussi vous proposer et vous donner mon avis sur ceux que j'ai préférés ces dernières années et qui vont pour moi parfaitement dans cette saison. Mais avant de commencer toutes ces recommandations, bien évidemment, je vous invite, si ce n'est pas déjà le cas, à tester l'application Nextory. Parce que si vous êtes comme moi, que vous aimez lire par thème, par saison, avoir des listes thématiques, c'est votre dada, Nextory est fait pour vous. Il y a des nouvelles sélections absolument tout le temps. Il y a du livre numérique en illimité. Et avec les 60 jours que je vous offre avec le code qui se trouve juste ici et en lien cliquable dans la barre d'infos, vous avez accès à 15 heures d'écoute par mois, c'est-à-dire 30 heures au total, vu que vous allez pouvoir utiliser vos 15 premières heures de crédit audio les 30 premiers jours de votre test et les 15 suivantes pour les 30 prochains jours de votre test. D'ailleurs, dans les titres que vous allez retrouver ici dans cette vidéo, il y en a bien évidemment qui sont disponibles sur Nextory. Et vous voulez que je vous livre un secret? Quoi de mieux qu'une petite session crochet, ton livre audio préféré dans les oreilles, le feu de cheminée? Non mais on y est, c'est bon. Voilà, donc si vous fallait encore une seule bonne raison pour tester Nextory, je pense que c'était celle-là. Je les remercie énormément de sponsoriser cette vidéo, de toujours me faire confiance depuis tout ce temps, et je vous laisse avec cette méga sélection de lecture automnale. Je l'ai déjà réalisé, je sais, mais je ne pouvais pas ne pas vous refaire une catégorie sorcière, parce que pour moi, l'automne rime avec les sorcières. Elles vont dans plusieurs autres catégories que vous verrez par après, mais j'avais envie, tu vois, qu'on aille les choper comme ça et qu'on prenne uniquement que celle-ci. Un titre que j'ai beaucoup aimé et qui se trouve en young adulte, mais qui honnêtement pour moi est vraiment d'une qualité assez importante. Toutefois, je vous conseille quand même de ne vous arrêter qu'au premier tome, qui finalement peut vraiment se suffire à lui-même. Il s'agit des sorcières du clan du Nord de Irena Brignol, c'est sorti chez Gallimard Jeunesse et depuis c'est sorti en poche. J'ai adoré tout le folklore que Irena Brignol a mis autour de ces sorcières. Il y a vraiment un côté très magie ancestrale, terrestre, qui va puiser dans le fondement même de l'être de la sorcière. On n'est pas sur quelque chose avec des boules de feu où t'as l'impression que quand elle les jette, rien ne se passe. Il y a un prix à payer pour la magie que tu décides d'utiliser et il y a le fameux par 3 également. Donc si tu jettes un mauvais sort ou que tu engendres quelque chose de mauvais, attention, il va te le revenir par 3. Tout ça en fait c'est des systèmes de magie et de sorcellerie qui sont pour moi plus palpables que la grosse magie boule de feu et étincelle dans tous les sens. Si vous avez envie de quelque chose de bien écrit, de rythmé, avec finalement une intrigue qui est un petit peu à la limite, pas horrifique parce qu'on reste chez un jeune public, mais qui est très agréable à découvrir au niveau justement un peu des particularités de ces fameuses sorcières du clan du Nord, je vous invite grandement à le découvrir et la saison est idéale pour ça. Bon, ça je vais pas le répéter tout le temps parce que vous l'aurez compris, toutes les lectures que je vous propose ici sont idéales pour la saison. Sinon je les aurais pas mises dans cette sélection. Pour des sorcières un petit peu plus réalistes et plus historiques, je vous conseille fortement la BD Les Filles de Salem, qui est très très bien dessinée, décrite, qui s'inspire réellement des choses qu'on sait aujourd'hui de ce fameux procès des sorcières de Salem qui a malheureusement fait grand bruit dans l'histoire et dont on parle encore beaucoup aujourd'hui, qui inspire énormément de médias, que ce soit des films, des émissions, des podcasts, des livres, des BD, des séries. Et là je trouve qu'on a vraiment un très très bon mélange entre cette peut-être pseudo-magie et en même temps ces faits historiques, tragiques mais réels. Toujours sur une ambiance sorcière peut-être un peu plus réaliste, c'est je pense mon titre préféré de l'autrice qui depuis m'a un petit peu déçue. Il s'agit des Sorcières de Pendle de Stacey Halls. Si vous ne deviez en lire qu'un de sa part, ce serait celui-ci. On se retrouve justement dans ces années un peu noires où chaque femme un petit peu hors du cadre était forcément une sorcière. Et à 17 ans, la jeune Fleetwood Shuttleworth en est déjà à sa 4e fausse couche. Elle est enceinte à nouveau et là, franchement, elle essaie de mettre toutes les chances de son côté pour ne pas reperdre le bébé. Elle va faire la rencontre dans son domaine de la jeune Alice qui
est justement une de ces femmes un peu hors du cadre. L'histoire entre ces deux femmes est absolument poignante, moi je l'ai adorée, j'ai trouvé que l'ambiance de ce côté très entraide entre femmes était à son paroxysme, et c'est quelque chose que je n'ai pas retrouvé dans les prochains de l'autrice. D'ailleurs il y en a certains que je n'ai pas lus parce que elle m'avait déçue. Celui-ci par contre c'est... S'il vous plaît, donnez-lui sa chance, il est vraiment incroyable. Il est incroyable et en même temps tu es fâché et en même temps tu as envie de lever le poing et de t'énerver, mais il est vraiment trop bien. Pour celui-ci, je suis désolée pour ceux qui ne lisent qu'en français, je sais, c'est tragique, ce livre n'est toujours pas traduit et pourtant je l'attends parce que je le trouve vraiment fabuleux et il était dans mes coups de cœur de l'année dernière. C'est In the Company of Witches de Aurelie Wallace. C'est le premier tome d'une petite série de cozy mystery et qui se passe dans un bed and breakfast tenu par deux sorcières qui sont sœurs. Elles ont récupéré une de leurs nièces qui, depuis un tragique événement, refuse d'utiliser sa magie, sauf que l'une des deux tantes va être accusée d'un meurtre qui s'est produit dans le bed and breakfast, justement. Non seulement l'enquête est plutôt cool, vraiment j'ai trouvé qu'elle tient la route, elle est cohérente, elle met en avant vraiment tout ce petit côté petite ville, un petit peu à la Starzolo. Il y a ce côté magique très... practical magic, très les ensorceleuses. On sent un petit peu les inspirations à la Alice Hoffman. Et en même temps, à lire en automne par excellence, car t'as vraiment l'impression que l'automne, donc la saison de l'automne, c'est un personnage en tant que tel. J'ai jamais vu autant de descriptions de feuilles mortes, de ruelles pleines de brouillard, et ce côté vraiment où t'as l'impression d'avancer dans les rues avec elle, parce que tu y es quoi, t'es en même temps qu'elle en train de marcher, tu sais, dans la rue. C'est absolument incroyable, j'ai trouvé les descriptions. Donc si vous êtes un petit peu à l'aise en anglais, foncez, il est trop cool. Et bien évidemment, je ne pouvais pas faire l'impasse sur ce titre-là que j'ai également lu l'année dernière et qui a été traduit en français, c'est La Société extraordinaire. Non, c'est La Société très secrète des sorcières extraordinaires. C'est plutôt ça, le titre, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Si vous cherchez une petite romance très cosy autour de la magie, mais c'est cute, c'est tellement mignon. J'ai adoré cette ambiance, cette grande maison, il y a le jardin, tout ça. Il y a un côté à un moment donné où ils vont dans une petite ville, pas très loin, dans une bibliothèque justement, un peu pour faire des recherches ou pour un peu une session shopping, parce que l'une des filles adore lire. Et c'était l'ambiance, je sentais, j'entendais les pas sur les pavés, je sentais les fumées des pâtisseries dans lesquelles ils passaient, le café, bref, l'ambiance, elle est absolument incroyable, c'est trop mignon. J'en ai encore deux dans cette catégorie qui pour moi vont avec deux autres, donc comme ça je vais pouvoir faire le lien à chaque fois. Le premier qui lui penche totalement vers l'horreur, c'est Hex. Si vous aimez bien Quentin Tarantino en film, je pense que vous aimerez Hex. On se retrouve dans une ville maudite par une sorcière et depuis, les gens qui viennent s'installer dans cette ville ne peuvent plus en partir. Elle se balade régulièrement à la nuit tombée dans les ruelles de la ville, elle a les yeux et la bouche cousus, elle ne parle, elle ne regarde personne bien évidemment. C'est réglo pour tout le monde depuis des années. Mais bien sûr qu'il y a quelques malins, des petits jeunes du coin, qui se disent mais nous en fait on va la filmer, on va montrer ce qui se passe réellement dans notre ville. Et ça, c'était pas une très bonne idée. Je crois que j'ai jamais lu un texte qui va si loin dans le carnage. Et moi ça l'a fait. Voilà, jusqu'au dernier moment où là, en effet t'as le paroxysme du climax absolu où j'ai dit waouh, ça va peut-être un peu loin. Mais si ça vous fait pas peur, l'hémoglobine et tout ça, franchement, je vous le conseille. Et le dernier titre sorcière qui lui va plutôt pour moi avec un penchant un petit peu type Dark Academia, c'est Les Ailes d'Ombre, le premier tome. Là aussi, encore une fois, s'il vous plaît, arrêtez-vous au premier tome. Il se suffit largement à lui-même et il est très bon. Moi, je l'ai vraiment beaucoup aimé. On se trouve sur un campus universitaire et toute une sororité du campus cache en réalité un coven de sorcières. Ça commence avec petite bisbille autour d'un garçon parce que la présidente est sortie avec un mec, ce mec et elle ont rompu. Et bizarrement, la nouvelle arrivée, qui est pleine de magie et pleine de pouvoir, va fortement intéresser ce mec. Donc tu t'attends à un triangle amoureux un peu pourri et merdique, mais que nenni. Finalement, le triangle amoureux et tout le côté très romance de l'histoire, il est quand même pas mal relégué au second plan, et on va beaucoup s'intéresser à des disparitions des sorcières de ce fameux coven, donc de cette sororité, qui sont assassinées. Donc il y a un côté enquête, il y a un côté magique, et il y a ce côté très campus universitaire, au moment de la rentrée, donc l'automne, etc. Bref, perfection, j'ai adoré ce premier tome alors que je ne pensais pas, et je regrette juste d'avoir lu le tome 2, d'ailleurs je crois que j'ai pas gardé le tome 2, j'ai que le tome 1 dans ma bibliothèque, parce que pour moi,
on pouvait s'arrêter là. Et la bisbille des deux filles, ça dure pas très long. C'est ce que j'ai vraiment bien aimé d'ailleurs, il y a beaucoup de sororité dans cette sororité et dans ce coven, on met beaucoup ça en avant. Je passe donc à ma recommandation plutôt Dark Academia. D'ailleurs si vous savez pas à quoi on relie le Dark Academia, c'est souvent ça. C'est 3 éléments qui doivent plus ou moins s'imbriquer les uns dans les autres. Il y a certaines œuvres où c'est plus important que d'autres. Pour moi c'est toujours relié forcément à la vie étudiante, souvent universitaire. C'est relié aussi beaucoup à la mort, soit une sorte de fascination un peu morbide pour la mort, soit réellement quelqu'un qui va mourir. Et puis il y a aussi une fascination pour le corps professoral, c'est-à-dire qu'on met sur un piédestal la personne qui nous prodigue son savoir. Voilà. Et on est un peu capable à ce moment-là, on se dirait presque de faire tout pour cette personne. Si elle nous demande de faire quelque chose, on serait capable de le faire. Évidemment, le premier titre qui nous vient à l'esprit pour ce style-là et qui a un petit peu inauguré tout ça pour moi, c'est le fameux Maître des Illusions de Donna Tartt. Je l'ai lu ce livre il y a maintenant 8 ans, je dirais 7 ans. Mon souvenir est un petit peu flou, donc on est dans le Vermont déjà, si je me souviens bien, donc le Vermont aux États-Unis, c'est l'automne, mais alors, vraiment voilà. Donc il fait tout le temps moche, il fait gris, il y a du brouillard absolument tout le temps, et on va rencontrer un étudiant qui veut vraiment intégrer une classe particulière de grec ancien. Sauf que cette fameuse classe est déjà au complet, mais lui est quand même fortement intéressé, il va réussir à se faire sa place, il va graviter autour de ce groupe, et sauf qu'au moment où tu commences le bouquin, tu sais qu'à un moment donné, l'un d'eux va mourir. Tu te demandes à quel moment ça va arriver et surtout quelles seront les répercussions, la dégringolade de tout ça. Et c'est cette construction que j'ai vraiment beaucoup aimée, même d'ailleurs la traduction, moi je l'ai trouvée incroyable. Je trouve qu'il y a les jeux de mots, il y a le rythme, il y a une particularité je trouve dans l'édition française qui est vraiment très agréable. Il y a beaucoup de scènes un petit peu spectrales comme ça, j'ai l'impression, où tu ne sais pas trop s'ils sont en train de rêver ou si c'est la réalité. Après je sais que c'est un univers qui n'est pas forcément fait pour tout le monde, une façon de raconter des histoires qui peut parfois paraître un petit peu lente, avec un rythme peu soutenu. Perso, j'adore. J'ai tellement adoré que j'avais très hâte de lire évidemment If We Were Villains de M.L. Rio. Je le mets évidemment un petit peu en dessous du Maître des Illusions, d'une part parce que le Maître des Illusions a été écrit avant, If We Were Villains après, et que finalement on s'en inspire quand même énormément. Hein. Il y a vraiment ce côté, là pas tourné sur le grec ancien, mais sur un cours de théâtre, on est dans une école d'art, hein. Donc il y a autant littérature, dessin, arsénique et notamment le théâtre. Et donc le groupe de 7 personnages qu'on va suivre sont tous passionnés de théâtre, ils sont en 4e année, et sauf qu'au début du bouquin, on est 10 ans après leurs études, l'un d'eux sort de prison, et va nous raconter la tragique histoire de leur dernière année et du décès de l'un d'entre eux. Et j'ai trouvé que l'ambiance, en tout cas, elle était là. Si vous cherchez quelque chose qui se passe dans un établissement scolaire hein, très vieux, dans des vieilles pierres, etc., avec ce côté justement très automnal, où il fait tout le temps gris, nuit, froid, on est en plein dedans. Je veux dire, c'est l'ambiance, elle est 100% là. Là où j'ai peut-être une préférence, c'est que dans le Donna Tartt, on a pour moi un rapport au professeur qui est hyper importante. Les élèves sont fascinés par ce prof de grec. Ce qui là est un petit peu moins le cas, on perd ce côté fascination du corps professoral, qui pour moi a quand même une sorte de petite importance, je trouve, dans ce style-là. Et assez rapidement, on va tourner sur des personnages très centrés sur eux-mêmes et sur leurs petites relations. Des je t'aime, moi non plus, des tu es avec lui, tu es plutôt avec moi, tu es machin... Voilà, oui, c'est vrai. Il y a quand même pas mal d'amourettes qui prennent trop de place pour moi, mais j'ai trouvé vraiment que l'ambiance elle était là, que le côté, voilà, le climax, la montagne un peu du Dark Academia, pour moi c'est ça, c'est tu grimpes jusqu'à savoir qui, quand, comment, et après tu redescends pour savoir, ben, maintenant ils font quoi. Et le dernier, mais celui-ci, voilà, il fait un grand pas dans le côté fantastique et surnaturel, c'est évidemment la 9e maison de Leigh Bardugo, que j'adore et que personnellement je mets dans cette ambiance Dark Academia parce que on a tout, on a tout, on a le campus universitaire, énorme, immense, on a évidemment une fascination pour la mort, beaucoup, parce que les 8 maisons qui sont donc symbolisées par quand même un petit peu ce côté fraternité, sororité qu'on connaît des États-Unis, dans les universités, est représenté par une forme de magie très liée soit au sang, aux ossements, à la mort, aux transformations, etc. Donc il y a un côté très glauque dans la sorte de rituel magique que peuvent faire ces fameuses 8 maisons. Et là au milieu se trouve Alex Stern. Elle a une particularité très importante, c'est qu'elle peut voir les fantômes. Et voir les fantômes,
dans ce type d'université, c'est plutôt important. Je pense qu'avec ce style-là, c'est soit ça passe, soit ça casse. Soit vous aimez ça, parce que vous aimez un peu ce côté, cette lenteur, ce rythme, soit vous n'aimez pas ça, et mieux vaut fuir quand vous voyez quelqu'un vous parler d'un style un petit peu Dark Academia. D'ailleurs, le Dark Academia n'est pas un style, c'est une ambiance, on va dire. Vu que dans les sorcières je parlais d'horreur, j'y reviens justement ici, avec donc vous l'aurez compris Hex, qui est en effet un livre d'horreur qui traite de sorcières. Dans cette catégorie, il me semblait évident que j'allais mettre Apostasie de Vincent Tassi, qui est quand même une histoire un peu floue dans ma mémoire maintenant parce que j'ai lu ce titre il y a de nombreuses années, mais qui a quelque chose de très dérangeant, de très glauque, mais de très délicat en même temps. C'est un conte très particulier, un conte un peu macabre à la Edgar Allan Poe. Je pense que vraiment on peut un petit peu rapprocher les deux. C'est spécial, mais c'est français, et c'est très bien écrit et c'est très beau. En bande dessinée, celui-ci, ouais, en plus comme t'as les images, c'est un petit peu glauque. Il s'agit de Automnal, qui, franchement, de base, comme ça, tu te dis, mais c'est chou, c'est fun, ça a l'air tellement cool. Bon, bah, le problème, c'est qu'on est dans une petite ville, bien sous tout rapport, c'est trop mignon, tout ça, sauf que les feuilles d'automne semblent carrément habitées. Si elles ont envie de te tuer, elles te tuent. C'est pas des grosses feuilles, faut pas imaginer des grandes feuilles, faut imaginer des tas de feuilles qui, tout à coup, vont tuer quoi en fait, littéralement les bois sont tentés et vont tuer, voilà. Donc on va rencontrer une mère et sa fille qui de base étaient venues vivre ici pensant tu vois, petite vie tranquille. Bon bah finalement ça ne va pas vraiment se passer comme prévu, voilà, même pas du tout. Un classique dans son genre, c'est bien évidemment la fameuse maison hantée, manoir hanté de Shirley Jackson, qui a donné lieu ensuite à des adaptations sur Netflix, que personnellement je ne regarderai jamais, hein, voilà, parce que si le livre ne m'a pas fait peur, parce qu'il est justement plein d'une ambiance en effet très gothique, un peu classique, il ne fait pas peur pour moi. Oui, il y a des portes qui claquent, il y a des bruits dans les escaliers, il y a des... Enfin, la maison est hantée, réellement. Si bien que justement tout un groupe de personnages va s'y retrouver pour étudier la maison et savoir si elle est réellement hantée. Plein de choses vont se passer, la fin est assez déroutante, j'ai beaucoup aimé ma lecture, je l'ai trouvée très imprégnante. Cela dit, je ne regarderai jamais les adaptations que Netflix a décidé d'en faire, qui pour moi justement détournent un petit peu ce côté hanté classique pour en faire quelque chose de très hanté horreur, plus d'aujourd'hui, ce qui ne me parle absolument pas. Et enfin, prenez garde aux champignons avec Mexican Gothic, que j'ai lu l'année dernière et qui m'a vraiment énormément plu. Est-ce que là on peut parler de maison hantée? Pas vraiment, mais on est vraiment dans une ambiance vieille bâtisse victorienne, d'une cousine qui en appelle une autre à son aide, parce qu'elle est persuadée que sa belle famille, sa nouvelle famille, est en train de la tuer petit à petit, et donc elle arrive pour pour essayer de sortir sa cousine de là. Tout le manoir respire le glauque, le pourri, la malédiction. Il y a vraiment quelque chose qui sointe dans les murs. Et ouais, les champignons. Faites gaffe aux champignons. Voilà, c'est tout ce que j'en dirais. J'ai beaucoup aimé l'ambiance de cette lecture. Pour les jeunes lecteurs qui ont envie de... Voilà, tu sais, nous on a tous aimé Chair de poule, tout ça quand on était gamin. Je trouve que Catherine Arden, avec sa fameuse série Small Spaces, est parfaite, et le premier tome, Terreur à Smokolo, est vraiment idéal pour la période automnale. Par contre, faut pas avoir peur des épouvantails. Livre secret qui disparaît, qui réapparaît, des épouvantails qui, comme par hasard, vont commencer à bouger un petit peu trop. Dans une vieille ferme, où il s'est passé des horreurs il y a quelques années de ça, je trouve que l'ambiance était là. J'en viens à la catégorie fantasy et fantastique, qui regroupe des titres que j'ai lus il y a quand même pas mal de temps. L'épouse de bois de Terry Windling en fait partie. On est sur plutôt une ambiance, je dirais, entre automne et été, parce que toute l'ambiance, tout le décor se situe en Arizona, désert, tout ça. Mais il y a quand même une part justement très mystique et mystérieuse, avec une jeune autrice qui doit aller rédiger la biographie d'un auteur qui est décédé il y a pas longtemps, qu'elle admirait énormément. Et ce qu'elle comprend pas, c'est que très vite en arrivant, elle va se rendre compte que sa mort, elle est hyper étrange. Et il y a des choses hyper bizarres qui se passent dans la forêt juste à côté de la maison. Et elle va commencer à mener son enquête, quitte évidemment à y perdre la vie. Je pense que de toute cette catégorie, celui-ci, c'est mon number one. Bon, mais évidemment, voilà. Je ne peux pas ne pas vous encourager à lire Six of Crows de Leigh Bardugo. Vous l'aurez compris, c'est une autrice que j'affectionne particulièrement. C'est déjà le deuxième titre
de cette autrice dans cette sélection, qui a écrit pour moi une des meilleures duologies de fantasy, peut-être pas de tous les temps, mais voilà, que j'aime énormément, avec des personnages qui ne sont ni totalement mauvais ni totalement gentils, et dans une ville qu'on pourrait un petit peu rapprocher à quoi? À ces villes un petit peu malfamées, où il y a des vilains quartiers, des vilains quartiers, où il y a des mauvais quartiers avec des vilaines personnes qui font des mauvaises choses pour s'attirer beaucoup d'argent ou beaucoup de pouvoir, et nous on va suivre un groupe de quoi? De malfrats, plus ou moins. Disons que chacun a sa particularité pour s'en sortir dans la vie, et bon gré mal gré, ils vont décider de faire équipe, peut-être pas toujours très motivés par les mêmes choses, pour aller chercher quelque chose de très précieux dans un palais de glace. Alors oui, vous allez me dire la glace, mais du coup ça va pas du tout avec l'automne, mais je trouve que l'ambiance de ce livre, de cette duologie d'ailleurs, parce que je vous conseille fortement les deux, le deuxième a peut-être justement un peu plus de saveur automnale. On est un peu dans une ville où tu as l'impression qu'il fait tout le temps nuit, que de toute manière l'action se déroule dans la boue, dans la crasse, dans le côté très rustre finalement des bas-fonds d'une ville. Voilà. Et puis, rien que pour les personnages, je veux dire, qu'est-ce qu'il me faut de plus? Oh là 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 là! Une réécriture de conte que je n'ai pas mentionnée depuis très longtemps, et pourtant elle fait partie de mes préférés, et ouf, si vous saviez le nombre que j'en ai lu, dont à Cotard. Il s'agit de Belle de Robin McKinley, qui est une réécriture de La Belle et la Bête, qui est, ma foi, vraiment ma préférée, que j'ai trouvée très intrigante, très proche finalement du conte original, des deux contes originaux. Donc si vous cherchez une réécriture de La Belle et la Bête à lire là, durant cette période, perso je la relirais bien, tu vois, par exemple. Pour les jeunes lecteurs qui ont envie de frissonner un petit peu et dont la magie, les trolls, les gobelins et les sorcières ne font pas peur, l'épouvanteur, bien évidemment. Vous avez 13 tomes devant vous, absolument incroyable. La fin est un petit peu moins bonne que le début. Je trouve que les premiers volumes ont vraiment une saveur, déjà très automnale, très creepy, tu sais, ce côté découverte de Tom qui va commencer son apprentissage d'épouvanteur auprès d'un maître épouvanteur qui est quand même un peu coriace. Il va faire la rencontre d'une jeune sorcière. J'avais 14 ans quand j'ai lu le premier tome, et j'en garde dans ma tête un souvenir très fort d'une scène qui se déroule au bord d'un fleuve en pleine nuit, et où Tom doit échapper à quelque chose qui rampe sur le sol, et où tu entends et tu imagines juste le dans l'herbe, et tu ne sais pas quand est-ce que ça va t'arriver dessus. Et j'étais tétanisée, et j'avais voulu lire ces livres à la base quand le premier tome était sorti, parce que la 4e de couverture c'était noté attention, histoire à ne pas lire la nuit. Mais moi tu me mets ça, j'ai fait bien sûr que je veux lire. Je trouve que c'est une très bonne lecture fantastique pour les 13-14 ans. On arrive dans la catégorie thriller. Là j'ai mis vraiment mon petit top 3. Voilà. Alors il n'y en a pas beaucoup qui, je trouve, vont particulièrement bien avec l'automne. Je pense qu'il y en a plein hein, en réalité. Mais je trouve que vraiment ceux-ci, pour moi, ils crient l'automne, tu vois. Alors il y a Shutter Island. Je me demande même si à un moment donné il n'y a pas de la neige, donc tu vois, c'est dire. Là aussi je l'ai lu il y a longtemps. Shutter Island, je pense que j'ai plus besoin de vous le présenter, mais si vous avez besoin d'un truc un peu retournement de cerveau, enfin c'est pas retournement, c'est le retournement de cerveau. Je pense qu'il y a très peu de gens qui me disent moi, Shutter Island, bof, j'en connais peu. Vraiment. La plupart ont été scotchés, ont été retournés, ont été... Tiens, t'as cru c'était ça? Eh ben non. L'enquête, elle est monstre cool. L'ambiance, l'espèce de pseudo huis clos qu'ils arrivent à construire parce que ça se passe sur une île, hôpital psychiatrique, on est dans les années 50, 60, donc tu vois, la technologie, c'est pas ça. La façon de traiter aussi des patients dans un asile psychiatrique, c'est pas ça. Impeccable. Évidemment que j'allais vous parler de mon Gillian Flynn préféré, que j'ai aussi recommandé dans mes thrillers favoris, c'est Les Lieux Sombres, qui pour moi va parfaitement avec l'automne. Petite ferme abandonnée au fin fond des States, tu sais pas trop où, c'est la dèche, la famille elle en peut plus, elle est au bord de la ruine, et elle va mourir hein, dans une tuerie. Toute la famille y passe, à part une qui arrive à s'échapper, et qui ensuite va un petit peu capitaliser sur son statut de victime pendant des années. Elle arrive un petit peu au bout, hein, parce que le crime c'était il y a bientôt 30 ans, donc elle se retrouve un peu en manque de tunas. Elle va essayer d'aider un club d'enquêteurs du dimanche qui sont passionnés de true crime,
et qui aimerait bien réouvrir le dossier, parce que le coupable présumé, le frère de la victime, a été enfermé. Mais est-ce que ce serait vraiment lui? Et donc elle va commencer à réenquêter sur son propre traumatisme et son propre fait divers. Moi je l'ai trouvé incroyable. Après, peut-être qu'aujourd'hui, avec le recul que j'ai de tous les thrillers que j'ai lus, il me paraîtrait moins incroyable, certes. Mais à l'époque où je l'ai lu, je l'ai trouvé incroyable. Voilà. Et le dernier, je vous en ai parlé il y a pas longtemps, je l'ai lu en plein été, mais au final je trouve qu'il est parfait pour la période de l'automne parce qu'il se passe au mois d'octobre, c'est The Only One Left de Riley Sager. Là par contre je suis désolée, il faut maîtriser un peu l'anglais, mais j'ai trouvé qu'il était facile d'accès. Je trouvais que le vocabulaire il était simple, le style il est pas ouf justement, mais il est très... voilà, je te donne les éléments les uns après les autres, je te parle des persos et après tu rassembles les bouts comme tu peux. Ce que j'adore c'est que c'est cette double temporalité. Là aussi, on a un petit clin d'œil avec les lieux sombres de Gillian Flynn, finalement, vu qu'on est également sur l'assassinat de toute une famille, sauf que là, ce n'est pas elle, la pauvre victime, qui essaye vainement de se sortir de tout ça après le trauma, c'est elle qui est accusée du meurtre. Et alors je te plante le décor, on est sur une magnifique maison, enfin c'est pas une maison, c'est un manoir gigantesque au bord d'une falaise. Et la falaise s'effrite de plus en plus. Donc en plus c'est dangereux, limite, de vivre là-bas. Il y a toute une enquête, et franchement, moi j'ai trouvé que ça tenait tellement bien la route. J'ai tellement, tu sais, fait... T'as plusieurs twists, tu vois, c'est ça que j'adore, c'est que tu connectes assez rapidement certaines choses, et tu dis, ouais bon, ce sera ça. Mais même en sachant ça, tu te dis, oh, mais encore ça, puis encore ça, puis encore ça. Voilà, très bon, vraiment, c'était très bien. Et cette dernière catégorie, c'est la catégorie diverse. Parce que y a des titres, je sais pas trop dans quoi les mettre. Notamment, j'étais obligée de vous mettre un Kate Morton. On peut passer un automne sans lire un Kate Morton? Écoutez, j'aurais envie de vous dire que non, mais malheureusement, oui. Il y en a, vu que quand on est à jour, on attend. Il a été difficile de faire un choix, mais je pense que pour l'automne, celui qui m'a le plus plu, ça peut être Les Heures lointaines, mais qui n'est pas mon préféré. Donc je vous le conseille sans vous le conseiller. Je vous le conseille si vous avez envie, ce côté château immense, avec plein de combles, que les gens n'ont plus ouvert depuis je ne sais combien de décennies, il est bien. J'ai préféré Le Jardin des Secrets. Là aussi, tu vois, double temporalité, la petite fille qui part d'Australie pour enquêter sur la vie de sa grand-mère, qui serait finalement originaire d'Angleterre. Et c'était qui sa famille de base. Donc on va arriver, là encore une fois, grand domaine, grande maison, grande famille, un labyrinthe. Bref, l'ambiance, elle est là aussi, je trouve. Un Kate Morton à lire en automne, c'est celui-ci, sans hésitation. Et au final, on a deux romances qui, je trouve, sont parfaites pour cette période. Il y a One Last Stop de Casey McQuiston, dont je vous ai parlé d'ailleurs dans ma vidéo romance de cet été, qui est toute chou, qui est adorable, qui est vraiment nickel pour commencer là cette période entre août-septembre, parce qu'il y a ce côté très rentrée scolaire. On va suivre une jeune étudiante qui s'appelle Auguste d'ailleurs, donc août, voilà, ça tombe sous le sens, tu vois. Elle va faire la rencontre d'une autre jeune fille dans le métro, et elle va avoir un petit crush, quoi, qui va se transformer en gros crush, à force. Et sauf que cette fille, elle la croise jamais ailleurs que dans cette ligne de métro, précisément. Il y a un petit côté un peu surnaturel qui vient se mettre là au milieu, c'est très tendre, c'est très queer, c'est très mignon. Moi j'ai adoré l'ambiance de toute cette histoire, j'ai vraiment trouvé que c'était chou à souhait. Et la dernière, mais non des moindres évidemment, si vous avez tenu jusque là, voilà, votre wishlist est immense, je sais. Celui-là vous l'avez très certainement déjà lu parce que depuis le temps que je vous le conseille. Et pourtant je le relis régulièrement et je sais à quel point il est bien. Donc vraiment, je n'ai pas peur de ce conseil. C'est Fangirl. Évidemment que c'est Fangirl. Alors, Fangirl, il va pour toute l'année, hein, on est d'accord, vraiment. Mais le commencer en même temps que Kat entre à l'université, je veux dire, c'est du pain béni. Là, t'as vraiment pile l'ambiance. Hein. En plus, on est au Nebraska, je crois, donc il fait froid. Il y a vite de la neige. Tu peux vraiment te le caler en novembre, tu vois, je dirais. Novembre, c'est le mois Fangirl, je trouve. Si t'en as marre des enemies to lovers, hein, parce que moi j'aime pas spécialement ça, prends Fangirl, voilà. Parce que là, c'est friends to lovers, tu vois. C'est tisser une relation petit à petit, la faire grandir, la faire mûrir jusqu'à ce que... Voilà. Et le jusqu'à ce que, il est trop mignon. Et puis il y a des personnages trop cool. Et puis voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ok, je pense que là, si je ne vous ai pas fait faire le plein de futures lectures automnales,
Je ne sais pas à quoi a servi cette vidéo. Pour rappel, tous les titres sont dans une liste que j'ai rendue publique sur Livre Addict. Vous pouvez aller la consulter, comme ça vous pouvez cliquer sur chacun des livres, vous avez les résumés, tout ça, si vous vous souvenez plus trop. J'espère que vous avez pris des notes. Et évidemment, il y en a peut-être que vous avez lu, que j'ai lu aussi, et que vous vous dites mais c'est trop bizarre que tu l'aies pas mis dans cette liste. Des fois, j'ai lu des choses qui vont avec cette période, mais que j'ai pas aimé. Et donc, je me vois pas vous conseiller des livres que je n'ai pas aimés. Mais bien entendu, toutes les recommandations sont bonnes à prendre. Si de votre côté, vous avez des titres qui vous viennent en tête et vous vous dites mais ce livre-là, il est parfait pour la saison, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je suis sûre que ce soit moi ou d'autres lectrices, on sera ravis d'aller consulter vos titres préférés et pourquoi pas les ajouter pour nous aussi dans notre liste d'envie ou dans notre bibliothèque. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, je vous embrasse très fort, je vous souhaite d'excellentes lectures automnales et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.